Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e webinaire Simco Consulting France. Je vous propose comme d'habitude de laisser quelques secondes aux derniers participants qui sont en train de rejoindre la séance et on démarre d'ici 1 ou 2 minutes. À tout de suite. Voilà, a priori, je pense que tout le monde nous a rejoints. Donc, bienvenue donc, dans ce séminaire Simco Consulting France. Nous allons parler aujourd'hui simulation de flux et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cela par notre ami consultant en Italie, Diego Giometti. Diego, bonjour. Diego ne parle pas français malheureusement. Vous voulez peut-être vous présenter, Diego? Yes, or we, but unfortunately, I beg your pardon since the beginning for speaking only English. Maybe I'll learn French later, I hope. My name is Diego Giometti, like Benoit said, and I'm a partner of Simco Italy, and I am an expert in dynamic simulation. I've been doing dynamic simulation since 1990. And I will be glad to offer you a case history that will be illustrated later on towards the end of this very, very interesting webinar. So I will let the speech to Benoit to guide you through the secrets of simulations. Merci Diego. À tout à l'heure. Donc Diego qui nous mettra en appétit, non pas avec des biscuits d'apéritif, mais avec des produits Ferrero, notamment Nutella et les Kinder Bueno qui sont fabriqués en France et sur lesquels donc Simco est intervenu en termes de simulation de flux. Alors, le thème du jour, simulation de flux, la réponse ou une des réponses à la complexité de la production et des systèmes intralogistiques aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, les questions à la fin de la séance, donc d'ici 3/4 d'heure environ. Comme d'habitude, vous aurez accès à travers donc, le lien qu'on va vous envoyer à la fois à la présentation qui aura servi de support à ce webinaire et à la fois donc, à la relecture vidéo de ce webinaire. En quelques mots, pour les gens qui nous rejoignent et qui n'auraient jamais rejoint notre webinaire, Simco Consulting, donc cabinet conseil d'origine italienne, 40 ans l'année prochaine, 2000 projets, 500 clients, 2 millions 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui a décidé il y a quelques années donc, de se développer sur le marché français, un chiffre d'affaires très orienté sur les projets d'entrepôt et d'optimisation d'entrepôt, donc pour à peu près 70% du chiffre d'affaires, 10% consacré plutôt à la formation et 22% sur d'autres missions qui sont associées et évidemment en lien avec la supply chain. Quelques clients qui apparaissent ici, voilà, qui ont fait confiance à Simco. Un moment important, 2000 projets pour 500 clients, ce qui signifie que nos clients reviennent chercher d'autres projets auprès de Simco, ce qui est plutôt un gage de confiance pour nous et nos activités. Voilà, quelques noms ici, vous aurez ça dans la présentation. J'aime autant qu'on aille directement sur la partie simulation de flux. Peut-être quand même l'offre globale Simco, où on a donc l'organisation du réseau de distribution, les master plans d'aménagement de sites logistiques ou d'usines, la logistique d'entrepôt dont fait partie donc cette partie simulation de flux qui arrive comme une preuve de concept et qui peut, on va le voir, intervenir de manière plus ou moins détaillée à tout moment de la conception donc, des scénarios qu'on vous propose généralement. On travaille également sur l'externalisation, hein, la contractualisation, la préparation de la mise en place de 3PL donc, ou de transporteurs. Donc 3PL, prestataire logistique. On travaille sur les prévisions de la demande, la gestion des stocks. On a une activité ligne de production aussi avec des spécialistes ligne. Et puis donc cette activité de formation avec un catalogue complet d'à peu près 40 titres
de formation qui sont prêtes à être développées chez nous. En trois parties pour aujourd'hui sur cette simulation de flux. D'abord, une mise en contexte, l'approche qu'on appelle l'approche systémique. Ensuite, c'est finalement comment et pourquoi est-ce qu'on peut procéder à cette simulation, dans quel cas on va l'appliquer. Et puis, pour terminer, comment choisir, valider, mettre en œuvre la bonne solution avec aujourd'hui donc une bonne partie qui va être consacré donc à des case studies. Donc, on va vous montrer des choses concrètes qui ont pu être faites sur la partie simulation de flux. Alors, cette complexité de production et de système intralogistique, la définition du système, hein, le groupe d'éléments connexes qui coopèrent à la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs fixés. C'est-à-dire que c'est Weinberg en 1975 hein, qui disait l'approche systémique tente de considérer la performance totale d'un système au lieu de se concentrer uniquement sur ses composants. C'est-à-dire que il est facile d'isoler une machine, d'observer son comportement, à travers ce qui rentre, à travers ce qui sort, à travers la transformation, à travers des temps, des statistiques, etc. Il est beaucoup plus difficile quand on commence à mettre deux process l'un à côté de l'autre, avec un petit peu de convoyage, de trajet, de flux physique entre les deux, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et plus on arrive à positionner le process et plus nos tableurs deviennent un petit peu compliqués à mettre en place pour essayer d'estimer ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, s'il rentre telle quantité, s'il sort telle quantité, s'il se passe une panne à un moment donné, etc. Et donc, on a cette approche systémique qui rend complexe nos outils, à la fois parce que le système industriel lui-même devient de plus en plus complexe. On est dans des ères aussi de 4.0 avec des machines qui communiquent entre elles, ce qui est plutôt en plus, hein, puisqu'elles échangent des informations, mais il faut optimiser les coûts, il faut minimiser les temps, on a des incertitudes sur certaines données, on peut avoir à un moment donné des priorités qui vont être données sur un niveau de service, mais aussi sur la productivité. Est-ce que les deux sont compatibles? Il faut peut-être trouver un équilibre entre les deux. Et puis, on a des notions d'interface de communication entre les machines. Et puis, le système intralogistique lui-même est complexe également, puisqu'on a des processus, des étapes qui impliquent des ressources. On a des possibilités de fonctionnement, on a des flux qui sont de plus en plus variables et qui sont très volatiles également, donc de moins en moins prévisibles. On a des notions d'arrêt de maintenance à tenir compte. Enfin, on a toutes ces contraintes qui font que il devient difficile quand on est devant un bloc, une organisation, de prévoir, de prédire comment va réagir ce système quand on le prend dans sa globalité. À l'intérieur, j'ai des process, j'ai des points d'entrée, j'ai des points de sortie. Je sais comment je rentre, en principe. Comment est-ce que je vais sortir, en combien de temps, sur quelle cadence, quelle capacité, quel est l'impact d'une hausse de volume, etc. Et donc, cette approche, on peut encore une fois la faire avec nos tableurs classiques, hein, entre guillemets. Par expérience, j'ai monté des tableurs et des simulations, entre guillemets, sur ces bases-là, qui prenaient des ressources monstrueuses, des pages monstrueuses, qui avaient de la codification monstrueuse, et on arrivait à des résultats où on n'était finalement pas bien sûr de notre solution. Et donc, on est toujours, quand on imagine la mise en place d'un process, on a toujours des risques de sous-estimer les besoins, les ressources. On a des fois des générations de process qui n'ont pas de valeur ajoutée finalement, et on s'en rend compte tardivement une fois que c'est en place. Et puis, on peut avoir finalement une performance qui est inférieure à la performance qu'on avait estimée. Et là, c'est la grande déception parce que derrière, on ne va pas forcément amortir l'investissement sur lequel on s'était basé et projeté. Dans ce contexte complexe, il est important de savoir comment choisir la solution qui va combiner ces objectifs contradictoires de productivité, de baisse de coûts, de taux de service, de faible sensibilité aux perturbations. Voilà. Donc on va facilement atteindre
taux de saturation du système, comme on le voit ici, avec des temps d'attente qui sont supérieurs au minimum nécessaire. Et rapidement, tout se passe bien, puis d'un seul coup, la machine s'emballe, et là, on a un souci. Et c'est dans la phase de conception qu'on peut aller chercher donc, ces opportunités d'amélioration avant même de mettre en place nos organisations. Alors, évidemment, on est là pour vendre les qualités de la simulation de flux, la simulation dynamique. Et si on n'utilise pas cette simulation, on risque de sous-dimensionner, c'est-à-dire qu'on va avoir un process, une usine qui ne va pas remplir sa mission, qui ne va pas rendre les services qu'on attend. On peut avoir des risques de surdimensionnement, c'est-à-dire qu'on va prendre la ceinture, les bretelles, et on va lancer une cavalerie qui va nous coûter très cher, mais qui finalement ne va pas être optimisée, et on ne va pas aller exploiter à fond notre outil de production. Et puis, on peut augmenter aussi les délais de conception, de mise en place, parce qu'on va se rendre compte de différentes anomalies ou différentes optimisations possibles une fois qu'on est en train d'implémenter, ou alors quand on va démarrer l'activité. Et du coup, on va mobiliser des ressources plus que raisonnables pour mettre en place notre système. D'où l'idée d'utiliser cette simulation de flux qui permet un niveau élevé d'échange d'informations. C'est-à-dire que quand on va simuler les flux, on verra des exemples de modèles tout à l'heure, on va simuler plusieurs scénarios, on va avoir des retombées, ce qu'on appelle des retombées dynamiques, c'est-à-dire qu'en fonction des scénarios, on va avoir des résultats qui vont être différents, et on va également simuler des échanges d'informations. On ne va pas simuler que des flux physiques, on va aussi simuler des flux d'informations, c'est-à-dire qu'on on peut affecter des numéros de lot, des références articles aux éléments qui vont être des inputs de la simulation, et en fonction de l'objet qui va être simulé, qui va rentrer dans les process, on va pouvoir aller modifier le comportement du système, mettre plus de temps si c'est un objet lourd ou volumineux, mettre moins de temps s'il y a moins de surface à transformer, ou si on est sur du packaging, etc. Donc là, on va pouvoir aller chercher vraiment dans le détail quelque chose de très complet. Et au global, on va considérer que cette simulation de flux va agir comme une police d'assurance où on va garantir quelque part que l'investissement qu'on va finalement signer à l'issue de cette phase de simulation va nous permettre derrière de gagner du temps, d'être serein par rapport aux résultats attendus, et bien souvent aussi finalement de diminuer le chèque ou le montant de l'investissement global, puisqu'on saura exactement calibrer l'installation dont on a besoin. Alors, pourquoi utiliser la simulation? Je pense qu'on vient d'en parler, on l'a compris. Maintenant, quels sont les problèmes à affronter pour une simulation? Eh bien, Deming nous disait, Deming, l'inventeur de la roue PDCA, plan, do, check, act, je planifie, je réalise, je vérifie que ce que j'ai réalisé correspond bien à ce que je voulais faire, ce que je voulais faire correspond bien à ce dont j'ai besoin, et puis ensuite je corrige le cas échéant. Et donc, on retrouve cette lecture de comportement, cette relation cause à effet quand on va chercher et mettre en place ces simulations. On va créer ce qu'on appelle un modèle. C'est une représentation de système sous différentes formes, graphiques, numériques, logiques. Et puis, donc, ils vont être utilisés, ces modèles, pour aller apprendre, pour simuler ce qui se passe dans la vraie vie. L'avantage de la simulation, c'est qu'on va avoir vraiment deux approches. On va avoir le visuel, c'est qu'à un moment donné, si on a des stocks tampons qui explosent, ou si on a au contraire une rupture dans la chaîne de valeur, et des opérateurs ou des machines qui sont sur des temps d'attente qu'on va mesurer par statistique, on va le voir déjà visuellement. C'est-à-dire qu'on peut observer sur notre interprétation graphique 3D, voire en réalité virtuelle, que là, on a un poste, on a un opérateur, on a un poste, etc., qui ne va pas fonctionner.
On peut aussi, ou au contraire, qu'il y a un convoyeur qui va se remplir de manière déraisonnable et avec un processus qui va générer des temps d'attente et qui, au final, ne va pas donner satisfaction. On peut l'avoir également à travers donc, un résultat numérique, c'est-à-dire que ces données d'entrée avec ce paramétrage de temps exact, de fréquence, de loi statistique, on en parlera tout à l'heure, va nous permettre d'avoir des choses très précises et de sortir exactement, process par process ou sur la globalité, la réaction du système. Est-ce que sur ce process, sur cette machine, quel est le pourcentage de temps d'attente, quel est le pourcentage de fonctionnement à vide, quel est le pourcentage de fonctionnement à plein? On peut même aller derrière jusqu'à simuler la consommation électrique. Aujourd'hui, où on nous demande quand même, on a des objectifs environnementaux qui sont très forts, on va pouvoir simuler également l'impact finalement écologique sur la consommation de notre installation. Donc on peut aller très loin et l'idée c'est vraiment d'obtenir ce double résultat à la fois visuel et à la fois numérique des valeurs avec des extractions, avec des statistiques pour vérifier que ce qu'on a mis en place correspond bien ou pour aller corriger. Encore une fois, on corrige sur le modèle et avant même d'avoir signé un bon de commande auprès d'un fournisseur et sans perturber ni nos clients par des essais intensifs, sans perturber non plus nos collaborateurs qui, au bout d'un certain temps, disent ouais, je veux bien faire des essais, mais on ne fait pas notre boulot pour l'instant. Alors, pourquoi l'utiliser? Les avantages de la simulation. Donc, forcément, on a besoin d'une approche logique, systémique, et ça va diminuer le niveau de risque. En qualité de cabinet conseil, quand on vous accompagne sur un dossier, sur des évolutions, sur des scénarios d'amélioration, on va reprendre ce process comme on peut le faire pour la simulation, hein, c'est la base. On va refaire le cheminement des flux, une cartographie, une VSL, on va la rédiger et puis on va mettre des données dessus, des données entrantes, des temps, des fréquences, des choses comme ça. Ici, on renforce ce besoin de données d'entrée puisque le système ne réagira pas si on déclare qu'on fait une pièce toutes les 5 secondes ou si on déclare qu'on fait une pièce toutes les 5 secondes et demie. Voilà, ou toutes les 6 ou 7 secondes. On ne va pas avoir la même réaction et donc ça va nous aider à vous pousser dans vos retranchements, entre guillemets, à aller récupérer la bonne information, la bonne data, la bonne donnée entrante. Ça permet aussi d'acquérir la connaissance approfondie du système en termes de relations entre ses composantes. Je parlais tout à l'heure de goulets d'étranglement. On peut avoir des ruptures. Hein. Ça, on va l'observer. Et à un moment donné, ça permet peut-être d'identifier que tel process intermédiaire ou tel convoyeur, il faut qu'on investisse dans un convoyeur peut-être plus rapide ou qu'on double cette ligne, etc. Ou qu'on double un process de packaging à l'issue. Et ça, donc c'est encore une fois la simulation de flux qui va nous permettre de l'estimer, de l'anticiper de manière fiable et sûre. Ensuite, on peut tester des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'on va tester, alors on va faire un scénario 0 pour tester l'existence si on part d'une organisation existante, et puis on va pouvoir par itération tester des évolutions, soit sur les points d'entrée, soit sur différents process, sur différents modèles qu'on va amener, de manière à avoir cette approche qui est prédictive et qui n'est plus réactive. On fait et puis on constate, non, on anticipe et en fonction de ça, on avise et on calibre nos besoins d'équipement, d'entrepôt et d'installation de sites de production. Promouvoir des solutions globales, c'est important aussi, ça veut dire qu'on va sortir un livrable qui va vous permettre, à travers peut-être un film, une vidéo, d'aller vendre votre projet à votre hiérarchie, à vos actionnaires et d'aller leur faire palper, leur montrer ce que sera l'organisation de demain. On peut le promouvoir aussi au niveau, donc à 360, au niveau de ses équipes pour aller les impliquer un peu plus dans le projet, pour leur faire des phases de validation, de pré-validation. C'est ce qu'on fait également avec nos activités, c'est qu'on va intégrer le management intermédiaire pour leur montrer ce que sera demain et pour avoir aussi leur réaction en disant non, peut-être que le process que vous avez positionné là, il faudra peut-être plutôt le remettre ici, etc. Donc derrière, on rentre dans une logique d'acceptation de ce projet
de participation de toutes les équipes à la validation du système final. Et on estime également, et c'est pas moindre, quand on imagine les niveaux d'investissement, quand on parle d'automatisation, quand on parle d'optimisation des coûts, on estime qu'on fait économiser à nos clients environ 5 et 10%, donc en termes de coûts d'investissement, et puis ensuite en termes de coûts de fonctionnement également, on fait des économies, ce qui vient finalement à rentabiliser l'investissement de départ dans la simulation. Alors, par rapport aux autres techniques, les avantages, c'est quoi? On a cette évolution du système au fil de temps. C'est-à-dire que même dans les conditions non standards, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, une fois qu'on a établi notre solution qui va bien, on va pouvoir générer ce qu'on appelle des stress tests ou monter le modèle sous pression pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut tenir. On est parti sur des flux, peut-être pour passer des pics ou peut-être pour passer légèrement en dessous des pics parce qu'on ne sait pas trop. Eh bien, on va refaire des scénarios, on va dire voilà, qu'est-ce qui se passe en pic et jusqu'où notre système peut aller, donc ça s'appelle le stress test. À partir de quel moment on doit intervenir si tel ou tel process à l'intérieur tombe en panne ou est en arrêt maintenance, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très réactif et on sait sur une simulation, je ne sais pas moi, sur une semaine donnée, on sait dire qu'on fonctionne jusqu'au jeudi à 17h et qu'à partir du jeudi 17h, on a un outil, une machine qui sature, un process qui sature. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans ces conditions stress? Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable dans l'organisation ou est-ce qu'il faut prévoir un investissement peut-être un peu plus important pour pouvoir passer cette notion de stress et cette évolution vers demain, vers vos volumes de demain? De même, il est plus facile ici d'identifier des notions d'investissement. Alors évidemment, on peut partir d'une page blanche pour dessiner un nouveau process, mais on part aussi de l'existant pour l'amélioration continue, pour améliorer et pour estimer là où positionner les investissements. Et donc, on peut voir process par process, on peut aller identifier où est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement et quelles sont finalement les priorités. Qu'est-ce que j'investis et qu'est-ce que ça ramène sur l'organisation globale et sur les flux, la gestion des flux en même. On tient compte donc des aspects de gestion, de fonctionnement. On sait qualifier également donc, les ressources à mettre à côté de notre organisation, donc les OPEX, les coûts d'opération. Et puis on a des approches, donc top-down, bottom-up. On va rapidement remonter, redescendre des informations pour faire fonctionner notre simulation. Alors, on peut avoir plusieurs niveaux de détail de la simulation. Rappelez-vous, dans notre offre, on commence toujours par cette étude de faisabilité avec la récupération des données, les travaux sur différents scénarios, etc. Une fois qu'on a proposé des scénarios, on va choisir un scénario. On va vous donner les billes pour le faire. Et on décide d'aller sur un projet détaillé. On sélectionne ce scénario, on dit c'est celui-là qu'il faut. Sur l'étude de faisabilité, on va faire un modèle de base. On peut être amené à faire un modèle de base, c'est-à-dire que peut-être moins détaillé que ce qu'on pourrait faire sur un modèle très approfondi, très finalisé, mais ça va permettre déjà de commencer à étayer, à évacuer des scénarios. On verra tout à l'heure l'exemple. Un exemple tout bête, c'est est-ce que je dois exploiter la hauteur de mon entrepôt, plutôt la surface, en fonction de mes flux, de mes volumes, si je compare un chariot rétract avec un chariot tridirectionnel avec allée étroite. Voilà, on verra typiquement un exemple sur ce cas-là. Derrière, on peut avoir dans la phase de projet détaillé, on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle des preuves de concept. On vient prouver que ce qu'on a estimé comme scénario, ce qu'on a imaginé comme scénario, ça peut fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des données un peu plus précises par rapport à des technologies, par rapport à des fournisseurs. Donc, on va rentrer dans un détail sur lequel on ne peut pas se permettre de rentrer sur une étude de faisabilité. Sinon, ça va coûter quand même très cher de mettre la simulation de flux sur l'ensemble des scénarios qu'on aura proposé en étude de faisabilité. C'est à vous, on est ouvert à tout, bien sûr. Mais ça va permettre d'optimiser ce qu'on appelle le layout, c'est-à-dire l'implantation des machines, des process, des racks, des types de racks, etc. De définir les stratégies de fonctionnement de WMS. On va pouvoir lancer des scénarios différents selon des modes de préparation de commandes, des modes de stockage,
de traitement de volumes différents, de manutention, etc. Et puis, donc, on va aller chercher donc, plus précisément ce qu'on attend du scénario. Est-ce qu'on est bien sur les performances qu'on aura estimées dans la phase d'étude de faisabilité? Ensuite, on rouvre encore un cran, on est sur la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'entre le projet détaillé et la mise en œuvre, on sera allé lancer un appel d'offres, sélectionner, donc les technologies auront déjà fait, mais sélectionner des fournisseurs, on aura des données constructeurs très précises, et là, on va tous nos process les équiper avec ces données, les faire communiquer, voir si l'intégration des différents process permet d'aller répondre à nos attentes. En principe, oui, puisqu'on aura déjà fait un modèle détaillé, mais là, on va être encore plus précis. On va affiner vraiment le comportement exact du process sur la mise en œuvre. Et puis, ce modèle va nous permettre aussi, ce même modèle approfondi va nous permettre, par simulation, pendant la phase de courbe d'apprentissage et de finalisation de la mise en œuvre, va nous permettre d'aller scénariser le cas idéal et d'aller chercher nos indicateurs de performance, nos objectifs de performance par rapport aux équipes, de manière à pouvoir tendre vers cette performance et cette réalisation. Donc, plusieurs niveaux de simulation de flux, donc du modèle de base très dépouillé, très simple, jusqu'à un modèle très approfondi, très détaillé, qui à chaque fois vont être tant visuels que d'éléments de données pour pouvoir donner satisfaction et répondre à nos attentes. Je vous propose ici de faire une petite prise de recul par rapport à la simulation de flux. Un SWOT, les forces, les faiblesses, les risques, enfin les menaces, les opportunités qu'on peut avoir par rapport à la simulation. Commençons par les forces, si vous voulez bien. L'investissement qu'on va mettre dans la simulation, à coup sûr, je vais mettre forte chance, à coup sûr, il va être amorti. Sur les temps d'analyse, sur la rapidité de prise de décision, sur le temps du projet en lui-même, et puis derrière sur les économies qu'on va faire en termes d'investissement, parce qu'on va savoir calibrer exactement ce dont on a besoin, plus des économies derrière sur les opérations. Ça, on va aller chercher un retour sur investissement quasi assuré avec les simulations de flux. C'est pas un chèque à flux perdu qu'on fait. On parlait tout à l'heure de police d'assurance. Oui, c'est une assurance, mais l'assurance, elle vient vraiment être finalement, elle va rembourser notre investissement. On va chercher l'optimisation de la solution et puis donc on va là aussi, on va éviter de faire des essais sans cesse sur nos modèles, sur le terrain, à perturber les clients parce qu'ils vont subir des essais, des retards, des choses comme ça, et les collaborateurs qui en ont marre de toujours changer de configuration pour dire si on essayait de faire ça, ça ou ça. Quelques faiblesses quand même, hein, bah oui, ça peut être considéré comme une avance sur un investissement. Donc, à un moment donné, il y a un bon de commande à signer. Et parfois, il arrive que cette simulation va nous permettre de conclure sur le fait que non, il ne faut pas qu'on investisse, ça ne vaut pas le coup, on veut pas mettre en place cette solution parce que le retour sur investissement est trop faible. Ça reste dans les forces, puisque finalement, on évite de dépenser un gros chèque qui va peut-être pas servir, mais ça reste une faiblesse parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire un chèque et signer un bon de commande. Dans les faiblesses, on n'attend pas, alors c'est plus une vigilance, on n'attend pas la solution optimale. On va tester des solutions, on va choisir la meilleure des solutions testées. On peut lancer des systèmes qui vont chercher la solution optimale, mais on a tellement de points d'entrée à un moment donné qu'on ne peut pas garantir avec exactitude que la solution qu'on propose soit la solution. Et puis, dans les faiblesses, on peut avoir aussi des systèmes qui sont complexes, qui commencent à avoir nécessiter des compétences spécialisées, des connaissances en statistique. Là, c'est pour les opérateurs, c'est pour les programmeurs qui sont devant l'écran. Et là, je vous emmène vers un cabinet tel que Simco, où là, nous avons à la fois investi dans ces licences de simulation flux et à la fois dans des spécialistes qui maîtrisent le logiciel, qui maîtrisent les données d'entrée et qui vont faire partie intégrante de la gestion du projet. Je le mets en faiblesse parce que à votre niveau, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de projets à gérer pour aller amortir la formation et la spécialisation de vos effectifs. On le met en force quand il s'agit de vous proposer cette solution à travers donc, un cabinet de conseil tel que le nôtre.
Les opportunités, c'est que cet investissement n'est pas jetable. C'est que vous allez valider non seulement l'organisation, mais on va en profiter pour valider les flux de systèmes d'information. On va en profiter pour peut-être des fois faire des planifications à court terme. On verra un exemple tout à l'heure où on utilise le modèle finalement, qui est normalement un modèle pour définir plutôt une organisation type. Nous avons des clients qui l'utilisent derrière au fil de l'eau pour tester la planification et voir l'analyse, analyser le résultat de cette planification. Et puis, donc, ça peut servir aussi une base de contrôle en temps réel. On est un petit peu dans les dérives du système, mais ce système, en parallèle de la base réelle, permet de comparer les deux. On arrive dans ce cas-là dans ce qu'on appelle un jumeau numérique, où le numérique va dire dans la situation idéale, voilà ce qui arrive. Et puis, nous, on va comparer sur le terrain, on va dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tant de colis traités que sur mon système. Et ça va permettre d'aller creuser, analyser pourquoi. Et généralement mener des actions d'amélioration continue sur les sites. Le partage des solutions aussi, je le disais tout à l'heure, j'en parlais, aller montrer à ses hiérarchies, à ses actionnaires, à ses collaborateurs ce que va être la solution à mettre en place demain. C'est quelque chose qui est très, très moteur, y compris pour des prestataires logistiques qui répondent à des appels d'offres de leurs clients où on vient montrer la solution qu'on souhaite mettre en œuvre. Alors, quelques menaces ou risques, évidemment, si on a des mauvaises données d'entrée, évidemment, on va faire, ou si le modèle est mal défini, on va avoir du mal à faire coller la réalité avec ce qu'on aura prévu. Donc, d'où l'importance de données fiables, comme toute bonne analyse et toute bonne prestation de conseil. Et pareil, donc la vigilance, ça c'est un point important. C'est pas parce que c'est des menaces que ça arrive, mais nous on est très vigilants sur le sujet. C'est à un moment donné, il faut que le périmètre soit correctement défini et qu'on sache exactement ce qu'on veut simuler, quel est le modèle, etc. Faut pas simuler pour simuler non plus. Faut avoir un enjeu. Voilà, faut aller chercher un retour sur investissement. Pas trop de détails non plus. À un moment donné, ça demande des ressources de calcul assez puissantes vis-à-vis des ordinateurs. On a des PC de gamers pour faire tourner nos simulations. Et on se rend compte que si on met trop de détails dans le visuel, on va perdre des capacités de calcul avec le système. Donc, on trouve un équilibre en général sur les deux. L'économie sur la phase conceptuelle, on gagne du temps dans la conception, dans l'intégration des différentes solutions proposées. Attention à ne pas isoler le groupe de simulation, c'est pas la simulation à tour d'ivoire et puis le terrain à côté, il y a des échanges en permanence et il faut vraiment que ce soit collectif. Attention à la rigidité du modèle, ça peut arriver, la manière dont on conçoit le modèle, il est difficile derrière de le faire évoluer, de le faire adapter. Et puis pareil, il y a des points de vigilance sur l'analyse des résultats finalement. Qu'est-ce qu'on fait dire aux résultats, comment on l'analyse, comment on fait évoluer, ça c'est un point qui est important. Je vous propose maintenant de voir les différentes étapes pour réaliser une simulation. Alors, on va commencer par modéliser, c'est-à-dire qu'on va mettre en place les différents process. Alors évidemment, on définit notre cadre de référence et on positionne vraiment le modèle qui correspond à ce qu'on veut modéliser. On va pour ça découper très certainement des process pour vraiment faire des focus dessus. Donc on modélise, on positionne tous nos process, des process de transformation, des process qui amènent une valeur ajoutée à un produit ou à un flux. Ensuite, on va les paramétrer, on va mettre des temps, des fréquences, des nœuds de décision. Si la boîte est rouge, elle part à droite. Si elle est bleue, elle part à gauche. Si elle est noire, on la ramène derrière. Des paramètres, des statistiques de panne, des statistiques de mauvais produits. Tout ça basé sur des récoltes et des données du terrain, évidemment. Et puis, on va lancer donc des scénarios. Alors, entre le modèle et le paramètre, on fait aussi des liens de flux, on passe d'un process A à un process B, etc. Donc avec des moyens de manutention, de transport, est-ce qu'on prend un chariot de manutention, est-ce qu'on prend un convoyeur, est-ce que c'est un piéton, voilà, donc on a tout ça, évidemment, on va nous permettre de relier les process, et là aussi on a le temps, nos fréquences et nos décisions à déclarer. Ensuite, si possible, sur la base de données réelles ou sinon sur la base de données statistiques, on va lancer nos scénarios. On va lancer la base de calcul et on va aller observer ce qui se passe dans la visualisation en 3D à travers des flowcharts de statistiques, à travers
une récolte, des bases de données qu'on peut intégrer derrière dans nos tableurs pour aller vérifier ce qui s'est passé point par point. Donc, on va observer, analyser le résultat et là, on va décider, soit dire, on est bon, ma simulation est bonne et on va l'appliquer, ou alors elle est bonne sur la base du cas réel avant toute amélioration. Et derrière, je sais que si je fais rentrer des scénarios avec plus ou moins de volume, je vais avoir un résultat qui est cohérent. Ou si je modifie les process, voilà, par rapport à mon scénario 0, finalement, voilà comment j'améliore la situation. Ou alors, on va remodifier, remodéliser, reparamétrer parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé sur le modèle de base. Et après, on lance autant de scénarios qu'on veut jusqu'à trouver le scénario idéal et à décider finalement pour aller appliquer ensuite ce qui va se passer dans la vraie vie. Alors, les phases de simulation, évidemment, on va passer à peu près une petite moitié du temps, 40% sur la mise en place de l'étude, la collecte de données, la conception du modèle. On va passer 20% du temps sur la modélisation en elle-même et puis 40% du temps encore sur l'analyse, les recommandations. Hein, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a grosso modo trois groupes AV, on met en place, on lance les scénarios et puis on analyse et on fait des itérations pour aller chercher le scénario optimum. Je vous laisserai découvrir sur la partie gauche toutes les différentes étapes qui sont nécessaires donc derrière à la mise en place du modèle idéal entre guillemets. Je disais tout à l'heure, on a besoin de simplifier, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse KISS. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, KISS, Keep It Stupid Simple. Attention, le terme stupide en anglais n'est pas la stupidité en français, mais à un moment donné, il y a des détails qui ne vont pas servir hein, dans la simulation, et donc ceux-là, on va décider de les chanter, de les remplacer ou de mettre un modèle plus simple à la place, là aussi, pour éviter d'aller générer la phase de calcul supplémentaire, et ça, c'est ensemble qu'on va décider. Einstein nous disait, la bonne formulation du problème est plus essentielle que sa solution, et cet outil vraiment nous aide à aller chercher à être très très fiable sur cette partie d'identification. Sur la partie modèle conceptuel, ensuite, hein, il faut éviter des erreurs, hein, ce qu'on appelle des erreurs de débutants, parce qu'il faut qu'on soit très précis sur les données d'entrée, parce que il faut que on peut avoir des fois des éléments qui finalement on va passer du temps dessus. C'est un peu la règle du 80-20. On va passer 80% dessus alors qu'ils agissent quasiment pas sur le comportement du modèle en lui-même. On peut avoir des difficultés à interpréter les erreurs, etc. Voilà, donc on est vraiment sur cette expérience, il faut qu'on y aille de manière itérative, c'est-à-dire que on va positionner un petit bout du modèle, puis on va rajouter un autre bout, puis un autre bout, puis un autre bout, et à chaque fois, on va vérifier que ce qu'on est en train de faire, c'est de la programmation, finalement, correspond bien à ce qu'on veut faire. Donc attention à ne pas aller trop vite sur la mise en place. Ensuite, on a des données d'entrée. Et là, on prend soit vos plans de production, soit les instructions de votre ERP, de votre MES, d'un WMS, soit si on part d'une page blanche, on va partir de données statistiques. Donc, on va aller chercher des données statistiques. On va même pouvoir retravailler des données réelles pour aller chercher la loi statistique correspondante, pour aller faire entrer, en général, on préfère, pour faire rentrer nos données dans le système et dans la simulation, de manière à pouvoir avoir quelque chose vraiment de très fiable. L'importance de la donnée d'entrée, quand même, est dans les deux. Hein, et donc, ce que je vous disais, si on n'a pas d'historique à un moment donné, on va chercher des valeurs moyennes, des plages de valeurs, on va chercher des lois statistiques qui vont nous permettre derrière de rentrer quand même des éléments dans le modèle. Et puis arrive la phase de vérification. Alors, on a deux phases, vérifier, valider. Vérifier, le modèle se comporte-t-il comme l'analyste l'a prévu, hein, donc on vérifie, on débug, etc. Et puis on valide. Le modèle représente-t-il efficacement la réalité? Donc on a vraiment deux questions, deux phases qui ne sont pas tout à fait identiques, mais qui sont indispensables. Avec la vérification, on voit si on a bien choisi le modèle. Avec la validation, on voit si on l'a correctement réalisé. Évidemment, comme tout investissement, comme toute chose, mais je préfère insister sur le sujet, si les personnes qui vont exploiter derrière le modèle ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas ou ne l'utilisent pas,
c'est qu'on s'est trompé. Hein. Donc, il faut documenter le modèle, il faut accompagner, il faut le présenter, et il faut que ce soit vraiment un outil, un investissement quand même à la clé. Donc, il faut que ce soit un outil qui soit exploité par la suite pour aller chercher les bons résultats. Je vous propose maintenant quelques cas concrets. Donc, je disais tout à l'heure, hein, on peut avoir différents cas. On va des fois chercher plutôt la puissance de calcul dans nos simulations, et puis des fois, on va chercher plutôt l'approche visuelle, la partie donc, qui peut être en réalité virtuelle aussi. On va se balader dans un modèle, etc. Et donc, on a plusieurs objectifs possibles, qualifiés, valider des scénarios, calibrer les capacités de stockage, évaluer les possibilités de stockage, de manutention, conception, etc. Ici, c'est des exemples que je donne qui sont plutôt liés à l'étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'on est sur des petits modèles, pas forcément très aboutis, mais qui vont nous permettre à un moment donné de prendre une décision par rapport à une action, par rapport à un investissement. Le premier modèle que je vous propose, on est dans la simulation dynamique, mais il va être statique. C'est des clients qui souhaitent valider une implantation en accord avec un constructeur immobilier pour vérifier l'espace, le dimensionnement de leur future surface de travail. Parce que des fois, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés en plus ou en moins dans un entrepôt, ça a un coût, ça a un budget. Et donc, on vérifie, on met nos process, on les implante d'une donnée logique, on fait se balader en réalité virtuelle les opérateurs et on va valider donc, cette future implantation. Ici, on ne va pas demander au système, donc la partie simulation, on est juste sur un applicatif visuel, mais qui a son importance grâce à la réalité virtuelle notamment. Ce deuxième cas ici concerne donc, la planification où on va aller estimer à travers donc, ce type de modèle que la planification qu'on a prévue ne va pas générer de déchets, ne va pas générer de produits qui vont peut-être rester trop longtemps en quarantaine et pas consommer derrière et donc qui vont devenir des rebuts. Voilà, donc on est sur des points d'entrée, des prévisions d'assemblage ou de fabrication par la suite, des points d'entrée donc qui sont liés à la fabrication et en intermédiaire on regarde ce qui se passe et on a des produits hors spec aussi qui vont venir se cumuler et donc dans ce cas-là toutes les semaines le planificateur fait sa planification théorique comme il a l'habitude de le faire et la soumet au modèle et à l'issue vient vérifier que il n'y a pas de rupture sur les machines et qu'il n'y a pas non plus de surstock à un moment donné qui pourrait déséquilibrer et générer donc, des anomalies. Un troisième modèle ici, on se pose la question, savoir est-ce que finalement, il vaut mieux qu'on travaille avec un cariste qui vient effectuer des lignes de production 24 heures sur 24, ou est-ce qu'un AGV ne serait pas une meilleure solution, donc plus rentable. Donc, on va analyser des temps d'attente, on va analyser des temps de chargement, etc. Et puis, ça va permettre de se poser des questions si aujourd'hui, sur 3 lignes de production, le cariste vient dès qu'il y a une palette prête à évacuer. Qu'est-ce que ça génère pendant ce temps-là? Il ne peut rien faire d'autre dans l'usine. Qu'est-ce que ça génère si on attend qu'il y ait 2 palettes qui soient prêtes à évacuer ou 3 palettes sur les 3 lignes de production? Est-ce qu'on prend un risque par rapport à des arrêts de ligne, etc. Donc ça, c'est des solutions qui permettent aussi relativement simplement d'aller orienter, là aussi, toujours en étude de faisabilité, une analyse de scénario. Donc, quelle serait la situation adéquate, toujours avec un suivi statistique. Je vous parlais tout à l'heure donc d'une activité, le film ne démarre pas, c'est dommage. Voilà, d'une activité, le film est peut-être après, où ici on est donc, on va comparer ce qui se passe entre un rétract et un tri avec des racks pour la même capacité, sauf que les racks qui sont plus en longueur, qui sont plus en hauteur, avec des allées plus étroites, avec des données constructeurs par rapport à des rétracts et des tris. Et on voit ici que sur un temps équivalent, avec un rétract sur 5 niveaux, on vient stocker 91 palettes, que sur un tri directionnel, toujours sur 5 niveaux, on en stocke 81, que le rétract, si on fait monter au 7e niveau, on a 74 palettes de rangées, et que le tri sur 7 niveaux, on en range que 61 de même temps imparti. Voilà, conclusion, il vaut mieux par rapport à un tri, et si on a de l'espace, hein, évidemment, hein, c'est pas une conclusion définitive, quelles que soient les configurations,
Dans ce cas-là, on va plutôt préconiser nos clients d'aller vers un rétract à 5 niveaux plutôt qu'aller investir dans un tri qui a un coût d'investissement qui est quand même beaucoup plus conséquent, ou voire même que réduire la surface ou la longueur des racks pour exploiter 7 niveaux. Donc ici, on sait aiguiller nos clients sur des solutions de base. Ici, on est sur un cas où on vient valider des chemins de préparation picking. Alors, évidemment, on sait faire du picking, on l'a déjà vu dans d'autres webinaires par rapport à la préparation de commandes. Et ici, donc, on vient non seulement valider cette préparation par rapport à l'implantation des volumes, par rapport à des classes de rotation, mais aussi on va venir visualiser de la carte de chaleur. C'est-à-dire que là où il y a des points rouges, c'est qu'il y a des opérateurs qui se cumulent à l'instant T au fil de la journée. Et donc, ces opérateurs, on va générer des temps d'attente, on va générer des risques d'accidentologie. Donc, on vient travailler à travers cette visualisation thermographique, entre guillemets, c'est l'équivalent, et on va pouvoir redéfinir les implantations produits pour limiter, donc gagner en productivité tout en ne générant pas de risques accidentogènes supplémentaires. Et puis donc je vous propose une petite mise en bouche grâce à Diego qui en principe est toujours avec nous, qui va nous parler, alors je suis désolé, Diego ne parle pas français, mais va nous faire en anglais et on pourra développer derrière et répondre à vos questions en français par la suite, à l'issue, qui va nous parler donc d'un cas d'étude où là on est vraiment sur la phase donc, de simulation approfondie, hein, donc sur la dernière phase, avant de signer tous les investissements avec les fournisseurs potentiels. Donc, un cas d'étude qui a été réalisé par nos équipes à Villers-Écal, donc sur le site Ferrero. Diego, est-ce que tu es là? Thank you very much, Benoit, and compliments for your brilliant exposing of the previous concepts. So, like you were correctly saying, in this case, I want to tell you about a situation in which we started a model in the preliminary phases, but we kept on maintaining this model, making it more detailed, more perfect with the passing of time, and above all, introducing into the model the features of the real system that the vendor had supplied. This was very important because we made a number of hypotheses about the performance of the system based on our layout, based on the performances and then the logics that we believe that they could have been applied. Of course, these performances and these logics were the requirements for the vendor, but still, you know, the vendor proposes some improvements and makes some minor modification when compared to the model of the feasibility study. And so our customer, not only, which is Ferrero, not only wanted to use simulation in the feasibility study in the detailed project, but also wanted to validate the final layout proposed by the vendor with its specific performance and its specific logics. So this is the main message that I want to pass on to you. This system, maybe we could go to the next slide. Thank you very much. This system basically is a large automated warehouse, about 20,000 pallet places in double deep, with a number of complications in terms of sizing and also in terms of management, because you can see we have 3 different chambers for 3 different type of products, 2 finished products, Nutella, the largest part of the warehouse, Kinder Bueno, but also some packaging materials that are necessary to production. The key aspect of such a warehouse, in which, as you will see, we have huge flows, is for sure the pre-zone. So the conveying system that is in front of the high bay warehouse, and that is meant to cope in a very effective manner with intense flows. And above all, it is interesting to check out and to verify if the desired level of service, so a huge number of trucks to be prepared every hour, can be obtained or not, and which kind of improvements has to be put in place to obtain that.
I don't want to enter into the details of this warehouse, but one important thing to say is that it is connected to the production by means of automated trucks that move along a path of a few hundred meters, but the factory, l'usine, is remote. And these trucks will deliver the pallets coming from production, finished products, but they will also bring back packaging material pallets for the next production of the lines. Another key aspect was the accumulation system that is a very, very important buffer to decouple the automated system from the loading of trucks. Okay, next. Thank you very much. I told you about relatively high intensity of the flows. So you see that practically we must be able in peak time, of course, to ship about 200 pallets per hour with about 20 pallets per hour that must follow the other route going back to production. Of course, the sizing was done in a relatively in a good way during the feasibility study, but now we need to know if the performances that are allowed by the system supplied by the vendor are really compatible with these high requirements that we have. Okay, next. As Benoit said during the presentation, one of the points of strength of simulation is the possibility, once you have made a good model, a flexible model, to compare a number of alternative scenarios in order to learn what if, what happens in many cases. And so in this case, I don't want to enter into the details, but let me say that we have a number of business scenarios, a number of combination of resources to put in place, for instance, the accumulation lanes, the voies d'accès, the number of forklift drivers, les opérateurs, and also some very, very specific logic in order to promote a better utilization of the system, like, for instance, the possible overlapping of the preparation of truck number N+1 while truck number N is being loaded, or the necessity to wait for the completion of the loading to launch the next picking list. This is something about which Ferrero was open. They preferred, of course, to have a very clean situation in which you start the next truck only once you have loaded everything of the previous truck, but they were aware, on the other hand, that this could depress a little bit the performances. And so we arranged a plan of experiment trying to make the best possible combination of all these factors in order to collect as many data as possible about simulation. And this was done both in the feasibility study and to compare with the real layout and with the real performances. Okay, next. Simulation, as you can see, can show you not only average values, but the evolution of the KPI that you're keeping under control over time, and try to benchmark this achieved performance versus what the target was. In this case, I don't want to make it too complicated, but if you take a look at the blue line, you see a fixed blue line, which is the target, and the variable blue line, which is the values that we achieved over time. In this case, you see that the system is capable in rush hour, which lasts about 8 to 10 hours, to ship up to 210 with an average of 200 pallets per hour, which is exactly the performance that we were waiting for. By the way, we also analyzed the performance relevant to the two types of products, Nutella and Kinder Bueno, that were in the game, because
Kinder Bueno could count only on 2 stacker cranes, and so there were some possible limitation that could choke, could represent a bottleneck in the flows, while Nutella could count on 5 stacker cranes, definitely a higher power of fire. and so we needed to understand if the combination in mixed trucks of these resources, one limited and the other more generous, could provoke some bottlenecks. And actually it didn't. Next, in fact, you could see that also in the peak time, we were able to ship even 8 or 9 trucks per hour, which is exactly the target that we have, or even above, because we needed on the average in peak time to be able to ship something like 7.5 trucks per hour, and the system could. You know, we also made a separate analysis for mixed trucks, for trucks made only of Nutella products and made only of Kinder Bueno products. So you see, according to these very detailed results and shown how they go over time, we were able to validate the assumptions that we made for this huge investment. Next. Thank you, Benoit. But one of the things that it's possible to get with the dynamic simulation is also a prediction of an aspect which is with other techniques very hard to get, which is the lead time. So how long it takes for a mission to be completed in a very stressed system. This was very important because there are a number of things also related to money about the duration of the loading process, because trucks can wait basically, and also as a function of the duration of this loading process, it is necessary to calculate the docks and the people that you need. And so it was very important to understand that about 35 minutes were necessary on the average to complete the full truck load. And by the way, we also validated this in reality, and so this was very satisfactory for for the model designer to have a proof in reality that the expected results are real. Next, thank you very much. Not only the simulation is important to optimize, to make perfect the design and all the advantages that Benoit has already mentioned during the explanation, but it's a very powerful tool to communicate to people that maybe are not so aware of logistic aspects. They maybe don't even know exactly what a warehouse is, like managers, top managers, I mean, or the stakeholders that are really the people that decide for an investment. And so if you do a good model with 3D animation, you are able to represent in a very realistic and good looking way how the system is and how it behaves over time. Now, I don't know if the video has stopped, maybe, Benoit? Not, okay, sorry. Okay, now it started back. So here you see what we prepared for the presentation to the managers, and so you see a really good looking model, and it's not only a cartoon, but beyond this cartoon there are a number of information. If you see, you are aware of which products are on the pallets to be prepared. You are aware of the sequence, because one of the very important issues to tackle in this model was the problem of sequence, not only because they had multi-drops deliveries, but also because while preparing a truck, it was very important to arrange a proper sequence for the loads and for the height of the pallets in order to make a very stable load inside the truck. But you can see at glance all the possible problems of bottlenecks and where they are, and so you can have some ideas about how to solve them, and so to make the system
as performant and reliable as intended. For instance, one of the problems that we tackled was some queues happening on the pre-zone, and we mitigated this problem by introducing a bypass from one branch of the loop to the other branch of the loop in order to make shorter the track to be run before reaching the destination. And also the good sizing of this bypass. You have seen an example here with this pallet number 2. It is possible to move a pallet in between the branches without having major obstacles for the flows of the 2 branches. At the very beginning, it was not like that, because in order to save money and to save space, we made the 2 branches very close to each other, but that way we had not the possibility to have one pallet in the middle of the 2 branches, and so sometimes the flows were blocked or obstacled by the presence of these pallets. You see that when a truck arrives from production, the system is quite stressed. There is a lot of traffic on the pre-zone, and so it was very important to keep the flow of pallets as fluid, as even as possible. And so with the dynamic simulation, not only we optimized the layout, but we were able to predict the performances and to verify that they were in accordance to the needs of our customer, and also to show our customer and to the boards of directors how the system would work, how the system would look like, and be very, very communicative when compared to traditional techniques, traditional layout, traditional drawings. By the way, we also succeeded in making a good optimization of the logic and of the strategies, overlapping, not overlapping, wait until the track is complete, wait until you have the first pallets to start loading, blah, 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 and to predict the number of operators that were necessary to operate and to run this system. That's it, I would say, basically. Merci, merci beaucoup. Grazie mille, Diego. Merci. Pour conclure sur cette phase donc, de simulation de flux, ce webinaire, je vous propose 6 conclusions. Je rajouterai une 7e dans la mesure où le 7 est un chiffre parfait. D'abord, le degré de complexité donc, qui va être lié à la définition du besoin. Pas la peine d'en faire trop. Il faut vraiment définir le périmètre. C'est indispensable au préalable si on veut réussir une simulation de flux. Ensuite, la complexité de la simulation est telle que des personnes dédiées et spécialisées doivent être affectées à ce type de mission. C'est bien notre offre à nous, cabinet de conseil, d'avoir à la fois les logiciels, à la fois le personnel formé pour construire ce modèle, pour le réaliser en collaboration avec vous. Rien n'empêche derrière de vous donner la possibilité d'aller interpréter par vous-même ce modèle au fil de l'eau. Ensuite, l'exigence des données d'entrée. Dans toute bonne prestation de conseil, on a besoin de données d'entrée fiables et cette partie simulation exige une collecte de données encore plus minutieuse qu'à l'accoutumée. 4e point, le modèle doit être toujours calibré avant tout lancement de scénario. C'est-à-dire qu'on ne lance pas une évolution si on n'est pas sûr du point 0, d'avoir un point de référence. Le 5e, le modèle doit pouvoir resservir au fil de l'eau. On peut vous mettre à disposition des licences logicielles qui vont vous permettre derrière de pouvoir lancer de manière autonome vos modèles avec des données d'entrée que vous aurez définies. Et puis le 6e point, le montant de la simulation, évidemment, ça peut sembler élevé en fonction du nombre de jours qu'on va consacrer, mais encore une fois, c'est un petit pourcentage par rapport à un chèque d'investissement. C'est cette fameuse police d'assurance dont on vous parlait, et puis il y a un retour sur investissement sur le calibrage de la solution et le gain en temps du temps de projet, pardon, donc et de l'implémentation, et des mauvaises surprises dans la foulée. Et puis, si je pouvais rajouter un 7e, ce fameux chiffre parfait, n'hésitez pas à passer par Simco Consulting si vous voulez être accompagné dans la réalisation et la mise en place d'une simulation de flux.
Voilà. Écoutez, je pense qu'il est l'heure de passer aux questions si vous en avez, c'est avec plaisir. Je vous rappelle ici, pendant que vous commencez à saisir vos questions, si vous le souhaitez, donc le dernier webinaire de la saison, hein, on aura fait 8 épisodes cette année, donc le 22 juillet, dans 2 semaines, mercredi matin à 11 h, comme vous en avez l'habitude. On va parler indicateurs pour mieux contrôler, guider la logistique vers l'excellence. Là, on anticipe des indicateurs avec la simulation de flux, ben, comment on les choisit, comment on les manage. Et puis on trouvera donc cette phrase de Deming, hein, on ne s'améliore que ce qu'on mesure. Et puis donc vous pouvez également retrouver donc nos 6 premiers webinaires donc sur le site internet de Psycho Consulting France, donc avec les différentes thématiques qu'on a pu aborder sur ces dernières semaines. Voilà. On est en train de réfléchir par ailleurs à remettre en place d'autres webinaires pour la rentrée. Si vous avez des souhaits, des idées de thématiques à traiter, surtout n'hésitez pas, soyez les bienvenus. N'hésitez pas donc à m'adresser. Donc vous avez ici mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Communiquons, restons en contact. Et puis on se veut très interactif. On veut partager nos connaissances évidemment, se faire connaître aussi sur le marché français. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si vous avez des besoins spécifiques. Bien, je vous remercie pour votre attention. Place maintenant aux questions si vous en avez. Avons-nous des questions? J'ai l'impression qu'on a été relativement clair. On n'a pas de questions pour l'instant. Alors, on va saisir encore quelques petites secondes si des personnes sont en train de les saisir. Ah, on a une première question qui tombe sur le temps à consacrer à une simulation de flux. Bien, comme d'habitude, on n'a pas de solution toute faite, hein, on va s'adapter aux besoins. On peut avoir des simulations qui prennent quelques jours quand on est en phase d'études de faisabilité et sur lequel on a des enjeux des niveaux de détail qui sont moindres, tout comme on peut aller sur des simulations qui prennent quelques dizaines de jours pour mettre en place et simuler une simulation telle qu'on le voit sur le dernier exemple de Ferrero. Donc pas de critères de temps, mais ça va de quelques jours à quelques dizaines de jours en tout cas sur la mise en place de ces simulations. Tout dépend du degré de difficulté, du nombre de process, du nombre de modèles. On arrive à estimer sensiblement en fonction d'un périmètre un nombre de jours, mais c'est vraiment au cas par cas. Alors, j'ai une deuxième question qui arrive sur la partie livrable. C'est très intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, on a parlé de notions de données par rapport à des tableurs, on a parlé de statistiques, on a parlé de vidéos. Alors, le livrable le plus partageable et le plus compréhensible, c'est évidemment la vidéo, le format MP4 ou AVI qu'on va vous adresser, qui va vous permettre en toute autonomie d'aller vendre votre projet en interne ou vous d'aller voir. On a un livrable sur lequel on doit être présent, qui est le modèle dans lequel vous pouvez vous déplacer de manière dynamique, donc au moyen d'un casque de réalité virtuelle. Donc là, il faut l'équipement spécifique qu'on vous propose quand on vient faire soit des validations intermédiaires, soit des restitutions avec vous ou avec vos équipes. On a des livrables qui concernent toute la panoplie d'indicateurs qu'on va reproduire. On va chercher les indicateurs ensemble qui vous intéressent, on va reproduire ceux qui existent déjà dans l'entreprise et on va les mettre en place et on va vous donner pour chaque scénario donc ces notions d'indicateurs. On a des livrables qui vont comparer les différents scénarios et on a aussi les extractions possibles de tous les événements identifiés par rapport au tag time, donc voilà, séquentiel, qui vont vous permettre sur un tableur d'aller vérifier par vous-même les différents éléments. Voilà. Donc on a un nombre de livrables assez étendu qu'on va adapter en fonction de vos besoins, d'autant qu'on est capable de simuler non seulement des flux physiques, mais aussi des flux d'informations à travers nos outils. Voilà, il semble qu'il n'y ait plus de questions. Je regarde, je laisse un petit peu de temps.
Alors, une question qui arrive quand même, voilà, qui est en train d'être saisie visiblement. Merci Benoît, merci Diego. Modélisez-vous la simulation pour qu'elle soit réutilisable pour l'entreprise avec un scénario identique mais de la donnée différente. Oui, alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a des versions logicielles, donc on met à disposition de nos clients. Le client ne pourra pas, avec cette version, modifier le contenu de son modèle ou le paramétrage de son modèle. On va intervenir quand il va s'agir de modifier vraiment le modèle en lui-même. Par contre, on met en place donc des ponts avec Excel, avec tous les tableurs, un pont qui va permettre à l'entreprise de gérer, de faire évoluer donc son scénario d'entrée, que ce soit des points d'entrée, que ce soit des configurations d'un repeating ou de choses comme ça par rapport à la simulation. Donc en toute autonomie sur un tableur, vous montez votre nouveau scénario. On réalise un pont avec la simulation qui permet d'introduire ces données à l'intérieur de la simulation. Vous lancez votre calcul, vous obtenez vos résultats. Donc oui, effectivement, c'est un des gros avantages effectivement de cette simulation et des livrables qu'on propose. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions qui sont en train d'être saisies. Ah non, c'est celle à laquelle je viens de répondre. Voilà. Bien, je crois que voilà, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Diego pour ton intervention dans notre webinaire. You're welcome. It was a pleasure. It was a pleasure. Sorry for speaking English. Maybe next time I will learn some more French and could be more direct to our friends. Thank you. Et si vous avez des questions par rapport à l'intervention de Diego, si je peux vous aider dans l'interprétation. Don't hesitate. Please send all the questions that you need. If you want to share your vision about the possible problems in which a simulation could be adopted, Benoit and me will be by your side to tell you whether it is convenient or not to adopt this tool. Nous restons donc à votre disposition. Merci encore pour votre attention. À très bientôt. Rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir. Bye bye. Ciao.